Bonsoir à tous. Le bilan est lourd, 5 morts, plusieurs blessés, dont 13 en situation critique suite à l'effondrement d'un immeuble R+4 à Angré. C'est le deuxième en une semaine à Abidjan. La capitale économique qui renforce son système de santé avec la réouverture ce lundi de l'hôpital général de Yopougon-Atié. Il est fonctionnel dès ce lundi et peut accueillir jusqu'à 123 patients. Et puis en France, 12, c'est le nombre de candidats dans la course à la présidentielle. 4 femmes et 8 hommes, dont le président sortant, Emmanuel Macron. En 8 jours, c'est le deuxième immeuble qui s'effondre à Abidjan. Un immeuble R+4 à Angré s'est écroulé partiellement très tôt ce lundi. Le bilan est lourd, 5 morts, plusieurs blessés, dont 13 en situation critique. Selon des témoins rencontrés, les murs de l'immeuble présentaient d'importantes fissures. Brice Niawa, Kimo Eric. Les populations du quartier Angré-CGK dans la commune de Cocody ont tous eu le sommeil troublé dans la nuit d'hier à cause de cet immeuble R+4 qui s'est affaissé partiellement. Si le 3e et 4e niveau sont encore visibles, les 1er et 2e étages, eux, n'existent plus. Quand je me suis réveillé, je cherchais tout de suite à fuir. J'ai pris mon téléphone. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que l'immeuble était effondré. Il y avait qu'un trou devant moi qui me donnait accès à l'étage inférieur. Donc il n'y avait pas de passage. Heureusement, il y avait mon voisin qui m'a aidé avec la torche. On a sauté les différents étages du 4e jusqu'au dernier et sorti de l'immeuble. C'était vraiment pas évident avec les voisins aussi qui criaient partout à l'aide. On n'arrivait pas à les voir vraiment, chacun se démêlait. On a signalé au propriétaire qu'il y avait des fissures, qu'il fallait faire quelque chose, mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Il y a l'eau qui rentrait dans le bâtiment. On vidait carrément l'eau, il y a l'eau qui rentrait dans le bâtiment. Quand il pleut, tu ne peux même pas t'asseoir dedans. Nous, on prenait à chaque fois pour plaisanter. À chaque fois, on prenait pour plaisanter. Évidemment, on voit l'immeuble. La dame n'a pas bien construit son immeuble. On a l'impression que ça va tomber un jour. Parce qu'il y a les gens qui déménageaient même dans l'immeuble. Ce sont au total 5 personnes qui ont perdu la vie dans cet effondrement et 13 autres personnes blessées. On a pu extraire 30 personnes, dont 17 qui ne présentaient aucune lésion particulière et 13 personnes blessées légères que nous avons évacuées dans 3 hôpitaux. Les recherches se sont poursuivies. On a repéré, je pense, une famille dont on a extrait les membres. C'était des personnes malheureusement décédées. On a extrait 4 personnes, 2 adultes, un homme et une femme et 2 enfants. Il y aurait encore 2 personnes, selon les renseignements obtenus. Mais en fait, le bilan sera vraiment définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai total de la zone. Pendant ce temps, des rescapés étaient encore sous le choc. Oh! Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Dieu t'a jugé. Tu as convoqué Dieu où? Il allait convoquer où? Il a pas dit il n'y a pas quelqu'un qui est resté, il n'y a même pas un. Tout le monde est mort. Ils sont en train de, vous les voyez, ils sont en train de casser là pour pouvoir pénétrer au salon et puis voir comment ça se passe. J'espère et j'ai la foi que par la grâce de Dieu, elle sortira. Accompagné de ses collègues du gouvernement et d'autres autorités municipales, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a constaté les dégâts. Encore un effondrement de plus dans la capitale abidjanaise, au péril de plusieurs familles. À peine une semaine après celui de l'avenue 3, rue 16, dans la commune de Trècheville, qui avait causé la mort de 7 innocentes personnes. Au total, en une semaine, 12 personnes sont décédées suite à un effondrement d'immeubles à Abidjan. La loi s'appliquera et dans toute sa rigueur, ce sont les mots du Premier ministre Patrick Hachi sur les lieux du drame ce lundi, accompagné du ministre de la Construction et de la ministre de la Solidarité. Il a exprimé tout son soutien aux sinistrés et annoncé que des actes concrets vont être entrepris afin que pareille tragédie ne se reproduise plus ici en Côte d'Ivoire. Et vous allez l'entendre au cours de ce journal. Quelques heures avant, le Premier ministre a inauguré l'hôpital général de Yopougon-Atié, enseignement appelé PMI. L'établissement a été rénové en profondeur et même agrandi. Il peut désormais accueillir plus de 120 patients et est opérationnel depuis ce lundi. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedo. L'ouverture de cet hôpital était attendue par les populations de Yopougon, vu la fermeture du CHU de la commune pour travaux. C'est donc avec ferveur qu'elles sont sorties nombreuses accueillir l'ancienne PMI devenue hôpital général.
Le Premier ministre, procédant à l'inauguration, a d'emblée offert une ambulance au centre de santé avant de visiter tous les compartiments de l'hôpital. Cet établissement, rénové de fond en comble par MedAfrique, une filiale de Snedaï. Coût des travaux, 22 milliards de francs CFA. La PMI de Yopougon, comme on l'appelait par le passé, vient d'être transformée avec l'extension et la réhabilitation de 7 bâtiments, à savoir la guérite, la maternité et le bloc gynéco-obstétrique, avec la construction d'un bloc opératoire dédié, la consultation prénatale et pédiatrique, l'hospitalisation et suite de couches, l'hospitalisation de chirurgie, le bloc opératoire existant, le cabinet dentaire et la kinésithérapie. Et la construction de 12 autres bâtiments neufs, à savoir les urgences, y compris la réanimation. L'hôpital général de Yopougon-Atié est le plus important centre de santé de la commune, après le CHU actuellement en réhabilitation. Cette action volontariste est déterminée pour une santé publique plus efficace, avec des plateaux techniques de meilleure qualité, mieux répartis sur notre territoire, avec un environnement hospitalier plus convivial et attentionné, ainsi que des personnels plus nombreux et mieux formés, trouve naturellement son prolongement dans notre plan de développement 2021-2025, avec un montant cumulé de plus de 800 milliards de francs CFA pour le secteur de la santé. Les travaux de rénovation ont démarré le 22 février 2018, mais ils ont connu un arrêt pour des besoins de recadrage des plans, périmètre d'intervention et pour la mise en œuvre d'un plan de continuité des services. L'inauguration de cet hôpital général s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, qui a initié un vaste et ambitieux programme de remise à niveau des plateaux sanitaires de l'ensemble du pays. Dans le domaine de la santé toujours, en Côte d'Ivoire, plus de 30 personnes meurent de diabète chaque année, une maladie chronique qui touche de plus en plus d'Ivoiriens, des Ivoiriens qui souffrent physiquement mais aussi économiquement de cette pathologie, tant son traitement est onéreux. Le reportage de Nadja Edja, Karine Kassi et Tanguy Conan. Benjamin Bourébi, âgé de 76 ans, est un ancien fonctionnaire à la retraite. En 2002, il est diagnostiqué diabétique lors d'une mission en mer en tant que chercheur océanographe. Il fallait que je pisse toutes les minutes. Et immédiatement, ma vue a baissé, je voyais flou. Et quand je suis descendu du bateau, j'ai été à l'hôpital à Accra. Et là, ils ont tout de suite trouvé que c'était le diabète. Depuis 20 ans qu'il traîne cette maladie chronique, Benjamin a adopté un nouveau mode de vie. Chaque jour à 7h et 19h, il s'injecte de l'insuline pour faire baisser son taux de sucre. Tous les 2 jours, il contrôle sa tension et son taux de glycémie. Des soins qui peuvent s'avérer onéreux malgré les efforts du gouvernement. L'insuline que je vous ai présentée à la pharmacie au sein de l'INSP, ce flacon-là coûte 2300 francs. Alors qu'en pharmacie, le même flacon coûte 8000 francs. En plus de l'aspect clinique, Benjamin a également changé son régime alimentaire et pratique régulièrement du sport. Des recommandations à suivre à la lettre s'il veut maintenir sa santé. Ce matin, à l'Institut national de la santé publique, c'est en compagnie d'autres personnes souffrant du diabète que nous retrouvons Benjamin Boubéry en pleine séance de sport. Et si l'activité physique est si importante pour eux, c'est parce qu'elle a comme impact la régulation du taux de sucre dans l'organisme. Il faut un sport, malgré que la personne soit malade, la personne a la libre possibilité d'exécuter ou de faire le sport. Et pour faire le sport, il faut faire le sport avec des professionnels, dans la mesure où ils savent comment doser les activités physiques en fonction de la pathologie des uns et des autres. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du diabète est estimé à 6,2% selon des études récentes. Il y a quelques jours, Sidi Bessiaka s'est rendu à ce dépistage gratuit offert à l'occasion de la 4e journée nationale de diabétologie à Adrien Nokou. Pour lui, il est important d'anticiper. Je suis venu accompagner à un moment, puis faire pour moi aussi, parce que chez moi, la santé est priorité. Autre fait majeur de ces 2 jours d'activité, les réflexions scientifiques autour du thème diabète, maladies cardiovasculaires et bucco-dentaires, réfléchir ensemble pour agir ensemble. Autant pour les chirurgiens dentistes, il est important, par exemple, avant tout traitement, de connaître la tension artérielle et le pouls du patient
autant le médecin doit pouvoir inclure dans son examen un examen endobuccal, l'objectif étant de montrer qu'une collaboration entre odontologistes et toutes les spécialités médicales peut être intéressante dans une certaine mesure pour la prise en charge préventive ou curative de nos malades. En Côte d'Ivoire, un plan d'action intégré de maladies chroniques non transmissibles a été mis en place depuis 2015. Si beaucoup reste à faire, les initiatives de sensibilisation et de lutte contre le diabète qui se multiplient devraient permettre de circonscrire les conséquences de la maladie sur la vie des populations. Je vous le disais, au total, en une semaine, 12 personnes sont décédées suite à un effondrement d'immeubles à Abidjan. La loi s'appliquera et dans toute sa rigueur, ce sont les mots du Premier ministre Patrick Hachi sur les lieux du drame ce lundi. Accompagné du ministre de la Construction et de la ministre de la Solidarité, il a exprimé tout son soutien aux sinistrés et annoncé que des actes concrets vont être entrepris afin que pareille tragédie ne se reproduise plus. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. La Côte d'Ivoire ne connaît pas de séisme et pourtant, c'est presque en cascade que des immeubles s'effondrent à Abidjan. L'effondrement, qui vient de faire 5 morts à Angré, est le deuxième en une semaine. Agacé, le Premier ministre en personne s'est rendu sur le lieu du sinistre avec plusieurs de ses collaborateurs. Nous avons été donc instruits par le président de la République de venir sur les lieux pour nous enquérir des causes profondes à la base de ce drame et d'apporter un soutien moral aux populations qui ont été affectées. Nous-mêmes, on est sous le choc de ces événements dramatiques. Le procureur de la République a été saisi, les enquêtes ont démarré, le propriétaire a été identifié. Les investigations vont continuer dès que les pompiers auront terminé de faire les fouilles. Et donc déjà la justice elle-même va se mettre en branle. Si les effondrements étaient enregistrés sur des chantiers, ici c'est un immeuble fonctionnel et habité depuis 2013 qui s'est écroulé. Les victimes ont été prises en charge par les autorités municipales. Depuis 2 heures du matin, nous sommes sur le terrain avec les sinistrés pour une prise en charge totale. Nous avons dénombré dans un premier temps 17 personnes qui ont été extraites des décombres, qui ont été prises en charge totalement par la mairie de Cocody. Ils sont dans 3 centres de santé, dont le CHU de Cocody et le CHU d'Angré, et un centre de santé privé. Nous avons dénombré tout à l'heure 17 personnes qui habitaient l'immeuble, qui, Dieu merci, n'ont pas été sinistrées de manière physique, que nous prenons également en charge, que nous allons loger, à qui nous allons mettre à disposition des kits de survie pour pouvoir, dans un premier temps, souffler, reprendre leurs esprits et puis par la suite, le conseil municipal, avec sa tête, le maire Jean-Marc Cassé, allons prendre langue avec les ministères concernés pour voir comment nous allons aider ces populations-là qui sont dans le désarroi total aujourd'hui. Le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a lui aussi fait le constat de l'éboulement. Il appelle les maîtres d'ouvrage à confier leurs projets aux professionnels du bâtiment pour éviter ces drames. L'Ordre des architectes, le ministère de la Construction, nous sommes sur la même longueur d'onde. On ne fait que répéter à maintes reprises. Faites appel à des professionnels, des personnes qui savent de quoi il s'agit en matière de construction. Je ne pense pas que quelqu'un qui fait de l'automédication continue de manière indéfinie à faire de l'automédication parce qu'à un moment ou un autre, il y a un revers de la médaille. Et là, il y aurait des vies qui sont perdues. Et je pense qu'il faut que nous, non seulement on continue de communiquer, l'administration continuera de communiquer, mais il faut que la population comprenne que les professionnels qui sont là peuvent les prémunir contre tout risque d'accident. Les causes de ce énième effondrement d'immeubles à Abidjan restent un mystère. Une enquête ouverte à cet effet situera, les jours à venir, les responsabilités. La cherté de la vie, toujours au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Les femmes du Vivrier étaient face à la presse ce lundi. Elles saluent les mesures du gouvernement pour faire face à l'inflation. Des mesures qu'elles espèrent voir se concrétiser rapidement, notamment le démantèlement des barrages routiers illégaux et l'appui financier aux acteurs de la filière vivrière. Les précisions de Nadja Edjor et Harouna Zeba. Allocation d'un appui financier aux acteurs du Vivrier afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. Soumission à autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation, notamment la banane plantain, le manioc et ses dérivés, l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs
sont parmi les dispositions prises par le gouvernement en faveur du secteur vivrier pour lutter contre la vie chère. Nous invitons le gouvernement à rendre effectif le démantèlement immédiat des barrages routiers illégaux. Aussi, le contrôle des prix sur les marchés doit être accentué par les agents du ministère du Commerce pour mettre fin à la surenchère et à la spéculation qui contribuent à la flambée des prix. Pour ces femmes du secteur vivrier, il faut en plus prévoir des mesures à moyen terme. Par ailleurs, les acteurs ont souhaité qu'à moyen terme, il faille installer des chambres froides pour la conservation des produits. Ceci aura l'avantage de réduire au maximum les pertes post-récolte. Au-delà du secteur vivrier, on note comme décision de l'État le renforcement de la surveillance du respect de l'affichage des prix des produits réglementés, ainsi que l'instauration du principe de l'information préalable et de concertation avant toute augmentation de prix de denrées de grande consommation, pour une période de 6 mois. Depuis 2015, le président Alassane Ouattara a pris un décret conditionnant l'exercice de l'activité de transport urbain par la création d'une entreprise de transport. Suite à cette décision, de nombreuses sociétés de taxis-compteurs ont été créées, des entrepreneurs qui disent faire face aujourd'hui à une concurrence déloyale. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedou. Evelyne Kwasi est entrepreneur dans le transport urbain depuis 2015. Après avoir démarré dans l'informel, elle a dû se constituer en entreprise pour bénéficier d'un appui du gouvernement. Ce qui lui a permis aujourd'hui de passer de 2 à 10 véhicules. J'ai commencé d'abord par un taxi rouge, 2 taxis rouges, et puis après, voilà, nous avons bénéficié de l'aide du gouvernement, voilà, lors du renouvellement des parcs auto en Côte d'Ivoire. Donc nous avons soumissionné au Fonds du développement du transport routier et par la grâce de Dieu, nous avons été retenus. Voilà un peu comment nous sommes vraiment rentrés dans le secteur du transport. Malgré tous les avantages liés au statut d'entreprise, des difficultés subsistent dans le fonctionnement quotidien de ces entreprises de taxi qui font notamment face à une concurrence déloyale. Ce que nous décrions, c'est vraiment la concurrence déloyale avec les voitures banalisées qui ne payent aucune taxe, avec des véhicules VTC. Malgré tout ça, on s'en sort. Parce que je me dis que voilà, quand tu embrasses quelque chose, il faut le faire avec passion. Il faut braver les difficultés pour pouvoir y arriver. En outre, il existe encore sur le territoire abidjanais des taxis appartenant à des particuliers. Ils exercent donc dans l'informel au vu de la loi. Toutefois, ils bénéficient pour l'instant d'un moratoire leur permettant de se mettre en règle au même titre que les véhicules de tourisme avec chauffeur en abrégé VTC. Donc, il faut obligatoirement être en société de transport avant donc de s'inscrire sur un registre de transporteurs en vue d'obtenir ce qu'on appelle une autorisation de transport. Si vous voulez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, devenir transporteur, enfin propriétaire de taxi-compteurs, vous devez obligatoirement vous constituer en entreprise. Par contre, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont déjà en exercice, c'est-à-dire au moment où la loi de 2014 qui impose les créations d'entreprises se prenait, d'autres étaient déjà transporteurs. Donc ceux-là, ils ont donc ce qu'on appelle une période moratoire pour pouvoir donc se constituer en entreprise et faire ce qu'on appelle la mutation des véhicules qui sont en exploitation pour qu'à terme, ils deviennent donc une entreprise de transport. Alors, on a aujourd'hui, bon an, mal an, plus de 60 000 opérateurs concernés par ce basculement donc, de l'informel au formel. Alors l'idée, c'est d'arriver donc à faire en sorte que tout ce monde-là se formalise, mais il faut aussi nécessairement que toutes les structures publiques concernées donc arrivent à mettre en place un mode opératoire qui puisse permettre, donc, si vous voulez, ce basculement dans de très bonnes conditions. Le district d'Abidjan, à ce jour, compte près de 20 000 taxis-compteurs. En plus de ces taxis, plusieurs sociétés de véhicules de tourisme avec chauffeurs sont sur le terrain et font la concurrence à ces véhicules de transport urbain.
Au terme des discussions en cours entre le ministère des Transports et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, des mesures devraient être prises pour clarifier la situation. Découverte dans ce journal des singes sacrés de Soko. Ces primates sont menacés de disparition aujourd'hui en raison de la destruction de leur habitat naturel. Les habitants de la région tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités compétentes à réagir. Reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Fulgence Kissiedou. Bandoukou, ville aux 1000 mosquées. À 7 km de là, Soko vous ouvre les bras. Dernier village à la frontière avec le Ghana, la localité doit sa renommée à ses singes, mythiques et mystiques. Pour les retrouver, il faut désormais se rendre dans la forêt qui supplante la rivière sacrée. Avant, ces singes-là, ils étaient dans le village. Ils cohabitaient avec nous dans le village. Nous, on s'est levés très jeunes, enfants. On ne peut pas envoyer un enfant pour aller payer pain. Si tu envoies un enfant pour aller payer pain, il faut mettre dans les sacs à pain là. Non, dès que c'est en plein air comme ça, ils vont t'arracher en route. Maintenant, c'est depuis 2007, les singes ont quitté le village parce qu'il y a eu l'évolution du village. Et puis, il y a trop de bruit. Les enfants d'aujourd'hui, même quand eux les voient, ils les lapident. Ce paysan reconverti en guide touristique en fait son quotidien. Pain en main, il appâte les primates. Si le mâle dominant voit le pain, tout de suite, il va venir. Près d'une demi-heure après, le mâle dominant qui dirige la colonne se pointe. Il s'empare des bouts de pain, ouvrant ainsi la voie aux autres qui ne se font pas prier. Ces singes font l'objet de curiosités et au-delà de fables, certains soutiennent qu'il s'agit d'habitants transformés en primates pour échapper à l'empereur Sambori Touré, l'un des grands conquérants africains du 19e siècle. Une version que le guide dément. Il n'y a pas de sorcier ou bien sorcière qui a transformé les habitants en singes. Le fondateur veut trouver les singes sur place. C'est parce qu'il cohabitait avec les singes. Il vivait avec les singes, ce sont eux qui sont ses compagnons. Donc c'est comme ça qu'il a pris les singes comme sa famille. Tous ceux qui venaient, il leur disait non, ne tuez pas les singes sont mes frères. Quoi qu'il en soit, une menace de disparition des singes plane. De quoi inquiéter le natif de Soko qui sonne la mobilisation du ministère de tutelle. Le problème des singes aujourd'hui, c'est la nourriture. Vous voyez qu'ils sont venus, ils ont mangé. S'ils savent qu'il y a mangé encore qui est là, ils vont retourner après. Mais actuellement, ils viennent, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Donc, ils sont obligés de partir dans les champs. C'est à cause de ça, pour les voir aujourd'hui, c'est le problème. Dès qu'il y a les fruits dans les champs, ils s'en vont. Mais dans les champs, ils sont en danger. Lorsqu'ils traversent cette rivière, qu'ils sont déjà dans les champs, ils sont mangeables. L'autorité de tutelle n'est pas insensible à ce plaidoyer. De manière régulière, la directrice régionale descend sur le terrain. Saluant l'activisme du guide, un exemple de bénévolat, elle rassure. Pour pouvoir les préserver, il faut réhabiliter leur habitat. Quand le ministre Sendou Fofana est venu, il a vu les singes, en tout cas il a été ému et il a promis la réhabilitation de la forêt. Ça est en bonne voie, je sais que ça sera chose faite. En attendant une suite à ce dossier, les singes de Soko, dont l'habitat naturel a été détruit et occupé par les champs de noix de cajou, restent cloîtrés dans la rivière sacrée, lieu où leur survie est moins menacée. Et puis à l'étranger, en France, la course à la présidentielle a officiellement démarré. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant, Emmanuel Macron. Le récit de Nadja Eja. Alors que les élections présidentielles en France se rapprochent à grands pas, ce sont au total 12 candidatures sur les 65 noms proposés qui ont été validées par la Cour constitutionnelle après avoir obtenu les 500 signatures nécessaires dans au moins 30 départements différents. Voici donc la liste des 12 candidates et candidats à l'élection présidentielle telle qu'elle a été arrêtée par le Conseil constitutionnel. Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan. Depuis le 27 janvier dernier, nous avons recueilli les formulaires de présentation des candidats par les élus habilités, ce qu'on appelle communément les parrainages. Nous en avons reçu 13 672, dont 13 427 ont été validés.
Candidat à sa propre succession, Emmanuel Macron part grand favori face à ses 11 adversaires, selon les récents sondages. Par exemple, le BVA, publié vendredi dernier, montre un bond de 5 points en 15 jours pour atteindre 29% au premier tour, loin devant les candidats suivants. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.